gagne, on peut offrir l'eau locale gratuite. Quel est le résultat? Dans une zone où il y a des guerriers, dans une zone où il y a la drogue, dans une zone où il y a des paramilitaires, tous dépendent de l'eau. Et s'ils n'ont pas l'eau potable, ils ont diarrhée. Vous savez, une armée avec diarrhée ne fonctionne pas très bien. Alors c'est pour ça que nous avons décidé de changer toute la logique et nous avons l'eau gratuite dans toute la région et encore des terrains ont des plus-values de facteur 3000. C'est un cas que nous avons. Et passons d'autres cas. Parce que ce cas me permet, c'est de vous dévoiler un peu une nouvelle philosophie d'entreprise, philosophie d'affaires où je cherche des multiples bénéfices. Et si je cherche des multiples bénéfices, j'avance. Mais je n'utilise que ce qui est localement disponible. C'est le point de départ. Alors, si vous avez un pays aussi riche que l'Algérie, vous devriez devenir tous et toutes riches. Parce que vous avez tout. Bien entendu, il y a beaucoup à faire, mais vous avez le tout. Nutriments, énergie et matière, toujours en cascade. C'est jamais seulement l'eau, c'est grâce à l'eau qui est revenue au changement de la température de la superficie que nous avons l'opportunité d'avoir une résination beaucoup plus efficace. Tout est connecté, c'est la réalité de la nature. Et on fait un groupement des activités, mais on répond aux besoins locaux. J'y insiste. Si vous n'êtes pas capable de vous dédicacer d'aussi bien vous pencher sur les nécessités de la région, vous n'avez jamais l'opportunité de créer le capital social. Le tissu qui maintient une communauté, c'est le capital social. Et le capital social, entre autres, c'est l'eau potable, c'est votre patrimoine culturel. Ce sont les choses que tout le monde reconnaît et ce qui fait le lien entre le sang et votre terre. Et moi, eh bien, on a besoin de moins risques des capitaux. Alors, si vous avez besoin de moins de capital, d'investissement, capital de risque, eh bien, vous avez beaucoup plus d'investisseurs. Alors, c'est ce cycle-là que j'aimerais bien vous décrire. Le résultat de ces cas-là vous permettent d'avoir une stratégie de croissance. Vous pouvez avoir un taux de croissance de 5, 10%, même 20% par an, à condition que vous travaillez sur l'économie disponible, en créant des liens entre le primaire et le secondaire. Et le plus important, c'est qu'on focalise sur la création des plus-values et la priorité n'est pas de réduire les coûts. La logique d'un MBA de Harvard, c'est toujours de réduire les coûts. Notre priorité n'est pas réduire les coûts, générer plus avec ce qui est disponible. On va regrouper des innovations et la création des emplois est le résultat de notre stratégie et n'est pas l'objectif. Alors, j'ai résumé ces idées dans mon livre qui est l'économie bleue. Je suis désolé, il n'y a qu'un livre en français ici et c'est le livre de Scheer, alors vous ne touchez pas. Mais d'ici quelques semaines, non, d'ici quelques mois, on aura l'édition arabe. Prête. Quelques semaines. Quelques semaines, l'édition arabe sera prête. Le livre, alors là, oui, vous avez la couverture de l'édition arabe ici. Déjà là. Je décris 100 innovations qui, d'ici 10 années, devraient générer dans le monde entier 100 millions d'emplois. Nous avons démarré le projet il y a 3 ans et aujourd'hui, nous avons fait le calcul, nous avons déjà 3 millions d'emplois. Aujourd'hui. On est loin des 100 millions, mais 3 millions, c'est pas mal. Et je crois que c'est ça ce que je voulais vous dire. Il y a des possibilités d'avoir d'autres modèles économiques, mais je suis désolé. L'économie verte que les Européens vous vendent est une économie qui est trop chère. Je suis désolé.
cher, on a subsidié. Mais maintenant, ils sont en faillite, ils ne peuvent plus subsidier. Alors c'est pour les riches. Alors une économie verte durable pour les riches n'est pas durable sur le plan social. Et c'est pour ça que moi, je me concentre sur l'économie bleue. Mais si vous avez un problème avec la couleur bleue, vous pouvez changer la couleur. Alors, je n'ai ni de brevet, ni de marque déposée. Pour moi, le plus important, c'est qu'on fasse des choses. Mais on a besoin d'une vision. Ce que je partage avec vous, c'est ma vision. Mais ma vision est inspirée par une fantaisie. Je vois des choses que les autres ne voient pas. Mais il faut traduire en réalité. Et c'est pour ça qu'on a besoin des sciences. Et le goût de prendre des risques. Si on ne prend pas des risques, avec toutes les sciences disponibles, on n'arrive nulle part. Alors, je démarre avec le tout premier projet que nous avons lancé en 1914. J'ai rencontré le professeur Shuqi Chang. Et le professeur Chang est le grand expert des champignons. Bien entendu, il a enseigné mes amis en Colombie, ma fille en Afrique du Sud. Et bon, voilà, ma fille fait le tour des villages en Afrique, surtout en Afrique, pour trouver des endroits où il y a beaucoup de déchets de champignons, beaucoup de déchets de café. Peut-être que vous ne savez pas, quand vous prenez votre café, vous ne consommez que le 0,2% de la biomasse. 99,8% du café, on ne comprend pas. C'est une marque café, on ne le consomme pas. C'est inouï. Ça veut dire que quand elle passe et elle enseigne les femmes comment faire des champignons avec la marque café, eh bien, les femmes se lèvent en Afrique, se lèvent et dansent et chantent. Est-ce que vous pensez que me demande un Français à Paris quand je présente le projet? Il demande une étude de faisabilité. Il demande une audit de la technologie. Il veut voir un projet pilote chez lui. Alors on va passer quand même 3 ans avant qu'on fasse quelque chose. Alors pour moi, c'est fini. Je ne travaille plus avec ça. J'avance, je fonce. Mais ici, mon ami Cédric Péchard, à Paris, il fait la collection de marques café, de fameux cafés comme Café de la Paix, Café des Deux Magots, et au centre de Paris, dans un conteneur de 40 pieds, il fait pousser des champignons. Il les vend à l'hôtel de Meurice, il les vend à tous les grands hôtels, à un prix quand même qui permet de payer ses employés 16 € par heure. Combien de jobs connaissez-vous dans la restauration à Paris? On paye 16 € par heure. Et à Paris, pourquoi ça fonctionne? Ça fonctionne parce qu'il y a une haute productivité. Regardez ça. Alors, un conteneur à Paris, et je vous avoue, ce n'est pas facile d'obtenir un permis pour placer le conteneur, parce que j'ai enlevé 4 places parking. Quand on enlève les Parisiens, on les prend quand même 4 places parking pour les Parisiens, c'est quand même un peu exagéré. Hein. Les places parking sont sacrées pour les Parisiens. Mais avec 100 000 € de revenus par an, dans un conteneur, à Paris. Mais quelle est vraiment la révolution? C'est qu'on est capable de fournir à Paris, à la moitié du prix, ce que fabriquent les Chinois. Ah, on disait que les Chinois sont toujours les moins chers. On gagne. On gagne contre les Chinois avec une production au centre-ville. Et on paye 35 fois plus que sont payés les Chinois. Comment est-il possible? C'est simple, parce qu'on a un matériel qui est disponible, qu'il y a un marché qui est disponible. C'est-à-dire qu'on est moins cher que le marché globalisé et on génère plus d'emplois au centre-ville. Ça intéresse les maires de Paris. Ça l'intéresse. Alors, les zones rouges à Paris, nous avons maintenant le permis de mettre 100 containers. Ça, c'est la révolution. Parce que ça, Paris n'avait jamais pensé de produire des champignons. Et je vous avoue que oui, ce sont des champignons pour les restaurants. Il n'y a pas mal de restaurants à Paris. Hein. C'est-à-dire que nous, maintenant, sommes capables de générer des revenus au centre-ville. Mais on a d'autres modèles.
c'est le modèle en Californie, où on fait des petites boîtes. Ce sont des boîtes pour Mexique, ce sont des boîtes pour Californie, pour San Francisco. Et on prend le marque café et on les met dans des sacs plastiques, on les vend dans les magasins, et les gens prennent les petites boîtes, ils percent le sac plastique, et 2-3 jours après, ils ont des champignons sur le marque café. Ça génère de l'emploi. Et en plus, ça vous donne une nourriture, une bonne nourriture, une nourriture de qualité. Mais le grand avantage, c'est qu'on est en train de faire 500 fois plus ce que l'économie prévoyait avec le café. Vous savez ce que ça veut dire dans l'économie, faire 500 fois plus? Alors, dites-vous, vous rêvez? Ah oui, c'est pour ça que je dois vous dire que de temps en temps, je suis dans le monde des fantaisies. Mais le calcul est simple, parce que le matériel, la masse biologique disponible me permet de faire 500 fois plus. Et je vous assure que le prix pour un champignon est plus élevé que le prix pour le café. Hein. Alors je fais 1000 fois plus. C'est la croissance économique que je peux promettre. Et on l'a fait. On l'a fait aujourd'hui. On l'a fait. On a une meilleure nourriture. Le champignon, vous le savez bien, le champignon n'a pas de cholestérol. Hein. Pas de problème pour les diabétiques. Hein. Pas de problème pour les acides gras saturés. On n'en a pas. Bah, si vous préparez le champignon avec du beurre, oui, vous l'aurez. Hein. Mais en tout cas, nous avons une efficacité énergétique. Parce que quel est le coût de l'opération des champignons? C'est la stérilisation. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour le café? On a stérilisé le café. On n'appelle pas qu'on a stérilisé le café. On a seulement fait passer du vapeur et l'eau chaude. Alors vous avez stérilisé. Et c'est ce cascade qui nous permet d'avoir une efficacité. On a déjà plus de 300 entreprises montées dans le monde entier. On fait la concurrence. Et, en parenthèse, on réduit l'émission des gaz du CO2. Ce n'est pas l'objectif, c'est quand même bien d'avoir le résultat. Cette expérience nous a amené à la biochimie du café. Je parcours vraiment une période de 15 ans avec vous. Ce n'est pas fait à l'immédiat, ma conférence est d'une petite heure, alors il faut que je passe très vite. Mais la biochimie du café veut dire que ce que savent tous les grands-mères dans le monde entier, si vous avez une mauvaise odeur dans votre réfrigérateur, vous mettez du café. On le sait dans le monde entier. Alors, aujourd'hui, nous avons le textile, le polyéthylène que vous produisez, ici à 40 km, et sur 10% de polyéthylène, on met 10%, sur le 100% des fibres polyéthylène ou des matériaux, oui, comment ça s'appelle, les petits, comme le PVC, c'est granules, les petits granules, alors 10% des petits granules type polyéthylène, c'est du café. Quel est le coût de revient du café? Le marque du café, 100 $, quel est le prix de revient de polyéthylène? C'est 100 $. Ça veut dire que nous avons une fonction additionnelle au produit et on réduit le prix de revient. Alors ça c'est l'économie de produit. Alors on le fait maintenant dans le textile, il y a 50 entreprises qui achètent le produit aujourd'hui. On ne sait pas suivre avec la demande, on ne sait pas suivre. Alors la deuxième usine, la troisième usine, la deuxième usine sera en Vietnam, la troisième en Colombie. On ne peut pas suivre, parce que tout le monde souhaite avoir un vêtement sportif, ou quand vous avez du sport, pas d'odeur. C'est un produit fonctionnel, et aujourd'hui, on le met dans des tapis pleins. Parce que le jour où vous mettez un tapis plein, ça pue. Il y a quelqu'un qui laisse tomber quelque chose, ça pue, ça fait du problème pour l'enlever. Vous avez mis du café, vous n'avez pas de problème. C'est un produit si simple que ça dérange. Ça dérange parce qu'on aurait bien préféré quelque chose de plus compliqué. Quel était mon défi le plus compliqué? C'est que les ingénieurs chimiques me disent qu'on ne peut pas mélanger de l'organique avec l'inorganique. Ah oui, moi ce sont deux mondes différents. Le café c'est un monde et le pétrochimie c'est autre
ça va pas. Je suis désolé, ça va, hein? Ben non, ça va pas. Je suis désolé, je le vends. Et comme nous sommes déjà en vente, on a des produits qui sont extraordinaires. 20 tasses de café équivaut à 1 mètre textile. C'est un négoce. C'est simple. Et alors maintenant, Timberland, je ne sais pas si vous connaissez la marque, mais Timberland, vous voyez déjà, drink it, wear it. Buvez-le, portez-le. Alors, ils ont même adopté notre campagne. Alors, ce sont des entreprises qui ont déjà adopté, mais entre-temps, Nike, Puma, toutes les autres entreprises, et de suite. Alors, je me suis dit, vous êtes 35 millions d'Algériens, et vous buvez du café. Et vous avez une usine de polyéthylène. Soulageons quand même ensemble le marché de sa nécessité d'avoir quelque chose de pratique et fonctionnel, qui est moins cher. Et en plus, vous avez une énergie qui est extrêmement bon marché, mais rajoutons quand même un peu de café. Même si vous importez du café, parce que vous n'avez pas de production de café, mais ce sont ce type de modèle de négoce que j'aimerais bien vous proposer. Et c'est une réflexion, mais il y en a plusieurs. Je vous donne mon projet qui est le plus grand. C'est un projet avec Eni, dont vous avez fait mention. Eni, vous savez, avait une relation privilégiée avec M. Kadhafi. Quand M. Kadhafi est parti, le prix du pétrole et le prix du nafta était maintenant le prix de marché. Alors on ne pouvait plus concurrencer. Alors c'est la première entreprise raffinage de 1964 en Sardaigne, montée par Eni, la pétrolière italienne, que je crois que vous connaissez tous, et c'est tombé en faillite. Eni a décidé de le fermer. Qu'est-ce que nous avons fait? On a repris. Nous avons repris, on fait un bioraffinage, c'est-à-dire on a repris 1400 hectares de terre. C'est assez grand. Mais les hectares seront utilisés pour fabriquer de la biochimie sur base du charbon. Alors on m'a dit encore une fois, professeur Poli, je sais que vous avez beaucoup de fantaisie, mais maintenant vous dépassez quand même toutes les limites. Alors ça c'est impossible. Il y a 70 000 hectares de terrain cultivable en Sardaigne que la Commission européenne a décidé de ne pas cultiver et la Commission paye les paysans pour ne pas cultiver. Qu'est-ce qui se passe quand vous ne cultivez pas des terrains durant 20 ans? Vous avez du charbon. C'est tout à fait simple. Alors qu'est-ce que nous faisons? Alors on fait la collection de charbon. Vous avez du charbon, hein, on le trouve partout. C'est bien, un peu sec. Mais nous avons du charbon et nous avons déjà notre projet pilote sur 2 tonnes par jour. Mais nous avons une capacité de production de 360 000 tonnes de dérivés de charbon. Je ne sais pas si vous imaginez 360 000 tonnes, mais c'est pas mal de charbon. On a quand même 70 000 hectares disponibles. Nous on fait une collection séparée de la fleur, des racines, etc. Alors, le produit aujourd'hui nous permet de fabriquer des plastiques qui sont moins chers que les plastiques fabriqués de la pétrochimie. Pourquoi? Parce que j'utilise la logique de la pétrochimie. J'ai 6 produits, j'ai 6 dérivés, maintenant j'en ai même 7, j'y vais bien. Nous avons 7 dérivés de chardon, et quel est le prix de revient chardon? Je fais la concurrence avec le pétrole parce que je suis moins cher que le pétrole, même si vous contrôlez le pétrole. Parce que zéro, vous ne pouvez pas le faire. Moi, je peux le faire pour zéro. Parce que j'ai des plus-values. J'ai des plus-values avec une matière qui est gratuite. Pire, qui est considérée comme une mauvaise herbe. Ça, c'est la nouvelle économie. On travaille avec ce qui est localement disponible. Alors maintenant, je fais des lubrifiants, j'ai fait un accord avec New Holland. Je ne sais pas si vous connaissez l'entreprise de machinerie agricole.
la plus grande du monde, qui est contrôlée par la famille Agnelli à Turin. Alors, ce sont les voisins, sont à côté. Alors, tous les lubrifiants pour les machines de New Holland, pour l'agriculture, seront bio-lubrifiants, faits avec des charbons. Vous savez que ça se vend, hein? C'est une petite histoire, hein, qu'on peut présenter. Et en plus, c'est moins cher. Alors, à la fin de la journée, c'est ce qui motive tout le monde. C'est moins cher, oui. Même qualité, oui. Ça fait des charbons. Et pourquoi c'est moins cher? Parce qu'on a accès à 80% des installations pour lesquelles on n'a pas dû payer. Vous savez ce que ça veut dire? Monter une nouvelle usine pétrochimique, c'est 1 milliard. Chez nous, c'était seulement 250 millions. Alors, quel avantage, non? Quel avantage de pouvoir utiliser toutes ces installations? On maintient et on crée des emplois, on génère des revenus pour l'agriculteur. Vous savez que exactement comme ici en Algérie, vous n'avez plus d'agriculteurs. Vous avez éliminé la culture de l'agriculture. Il n'y a plus de culture de l'agriculture. Si vous n'avez pas la culture, il faut renaître. C'est la renaissance. Et comment est-ce qu'on fait? En payant bien. C'est pas facile parce que si la Commission européenne les a payés pour rien faire, alors il faut payer mieux que la Commission. Parce que sinon, ils préfèrent rien faire. Je pense que vous avez des expériences peut-être similaires. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, on va faire vous les champignons champions, des vrais, dans ce terrain, dans ce monde. Alors on paye aujourd'hui et on partage nos bénéfices avec les paysans. On fait tant de fric, je vous avoue, on fait tant de fric qu'on peut partager 50%. Et je vous assure, quand on partage 50%, il y a pas mal de fermiers qui s'est présenté. Il n'y a pas de paysans qui ont ressenti la peine, hein, qui ont vu la lumière. Et alors aujourd'hui, nous avons déjà 22 000 jeunes en Sardaigne qui veulent être paysans. On me disait que cette thèse, c'est impossible. Oui, c'est impossible avec la méthode qu'on applique aujourd'hui. On pense que la seule manière, c'est d'acheter la semence de Monsanto et d'acheter les engrais chez les Français et de vendre à qui? Aux Chinois. Alors, dans ce cas-là, c'est plutôt l'esclaverie qu'autre chose. Maintenant, nous relançons l'agriculture. Le pétrole est substitué par des mauvaises herbes. Je n'ai rien contre le pétrole, mais en Europe, ça n'a pas de futur. Vous devriez le faire. Laisse-nous l'autre. Mais on fait la concurrence et moins cher, alors vous devez aussi penser quelles sont les opportunités pour vous. On fait l'assainissement. Et le plus important, comme j'ai annoncé au début, on a une revitalisation de l'agriculture, une connexion avec l'industrie. On génère des plus-values du facteur de vie, le capital dessus. Ce projet nous coûte 540 millions d'euros, financé en 2 semaines. Financé en 2 semaines, il n'y a pas de débat, pas de discussion. En plus, on a un partenaire un peu sérieux. Un peu sérieux, je dis là, je n'ai pas dit peu sérieux. Eni, c'est quand même la 8e pétrolière du monde. Ce sont des produits. On a des accords avec Ouguière, on a des accords avec les grands supermarchés. Et peut-être que vous avez vu, hier, la Commission européenne a décidé de bloquer l'usage des sacs plastiques en Europe. Il faut réduire 80%. Alors, qui est bien placé pour bénéficier de cette décision? Vous l'avez entendu? On est très bien placé. Nous croyons que l'usine de 360 000 tonnes sera insuffisante d'ici 1 an, d'ici 2 ans. La demande est forte. Passons à notre cas. Oui. La photovoltaïque a un futur chez vous? Je ne crois pas, parce que je ne vois rien. Vous avez quand même le soleil, vous avez les toits plats, mais vous ne l'utilisez pas. Pourquoi? Parce que vous avez décidé que le pétrole est moins cher.
Alors je vais vous présenter une plaque photovoltaïque qui est moins chère que le pétrole, qui est moins chère que le nucléaire. Et la seule manière d'être moins cher, c'est d'avoir multiples bénéfices. Alors, qu'est-ce qui est ici extraordinaire de cette plaque photovoltaïque? Ce sont ces tubes d'eau. Il y a des tubes d'eau. Quel est le problème de la photovoltaïque? Si la plaque est trop chaude, la productivité, la génération d'électricité tombe. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a un effet optique, ce qui nous permet d'avoir des deux côtés génération de l'électricité, mais les tubes font exactement ce que vous faites avec votre voiture. La voiture est chaude, le moteur est chaud, mais on le refroidit avec l'eau. On fait exactement la même chose. Alors les ingénieurs reviennent et vous disent, Monsieur Poli, bonne idée, mais Monsieur Poli, vous oubliez que vous utilisez le double de silicium. Alors vous n'êtes pas concurrentiel. Je dis, monsieur, je suis désolé de vous dire, votre cerveau a seulement un paramètre, réduire les coûts. Moi, mon cerveau a un autre paramètre, augmenter les bénéfices, augmenter les plus-values. Et je fais la concurrence. Je fais la concurrence parce qu'avec un tiers des matériaux, j'ai 5 fois plus d'énergie. 5 fois plus. Ou, premier, je fais 18% plus d'énergie en utilisant un tiers de matière. Non pas un tiers. Mais, je produis chaleur. Mais le plus intéressant, c'est que vous avez quand même dans votre grand pays, et spécialement vers le sud, vous avez la nuit un ciel ouvert. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez une plaque noire et vous avez un ciel ouvert? Ça refroidit. Ça veut dire que nous produisons l'eau à 5 degrés tous les jours. Ça vaut quoi 5 degrés pour vous quand ça fait 45 tous les jours? Nous produisons la totalité de l'eau que nous avons à 120 degrés la nuit, nous le produisons à 5 degrés. C'est-à-dire qu'on a l'air conditionné grâce à des plaques solaires qui fonctionnent la nuit. C'est pour ça que je ne vous ai pas dit que j'ai des plaques solaires qui fonctionnent la nuit, parce que vous auriez dit, vous êtes fou, ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de soleil. Non, 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 c'est désigné que fonctionne. Et le résultat est qu'ici, vous êtes en novembre en Suède, et en novembre en Suède, tous ces appartements ont l'eau chaude. J'aimerais bien vous soumettre ce qui fonctionne en Suède en novembre. Vous croyez que ça pourrait fonctionner en Algérie? Ou vous avez besoin de consultants d'Accenture ou de McKinsey pour qu'ils vous le confirment? Pour moi, il y a seulement une chose. Achetez 20, installez, prouvez. Et si vous ne voulez pas pour le même prix, vous allez en Suède et vous le voyez. Mais le malheureux, c'est que vous avez gaspillé l'argent en voyage et pas en projet de confirme. Alors, je vous suggère quand même qu'on passe à l'action. En plus, on produit la chaleur, le froid, l'énergie, mais si vous avez maintenant un produit qui est au même moment le toit, on ne paie pas sur le toit, c'est le toit. Ça veut dire qu'on épargne le toit. Mais si on a le toit, comme il y a 22 cm de l'air, vous avez l'isolation. Et en plus, comme nous sommes capables de faire augmenter la température à 120 degrés, vous avez la purification, vous avez la sanitation de votre eau. Mesdames, Messieurs, l'Algérie, en été, le premier problème de santé de notre pays, ce sont des problèmes gastro, à cause des bactéries. Comment vous le contrôlez? Avec le pétrole? Pas. Avec le solaire, je peux le faire. Je peux le faire gratuitement. Alors on peut éviter toutes les visites aux hôpitaux, on peut éviter quand même des problèmes d'enfance, de digestion, pendant 4-5 mois par an, grâce à l'énergie solaire. Alors, je ne parle pas de l'énergie solaire pour concurrencer avec le pétrole, mais je vous parle de l'opportunité d'avoir la sanitation d'eau
décentraliser là où on en a besoin. Et ça, c'est un bénéfice qui ne se compare pas. Mais en même temps, j'offre 6 autres bénéfices. 5 autres bénéfices. Et alors, c'est ça ce qui rend le produit moins cher. Oups, oui. En Suède, 3 centimes kWh. En Suède, je crois que votre efficacité est un peu plus élevée, je crois que vous avez un peu plus de soleil que les Suédois. Mais en tout cas, si nous avons réussi à avoir 3 centimes, en Suède, nous sommes moins chers que le nucléaire. Avec le soleil, il fonctionne la nuit. J'arrive à la pêche. J'ai encore 2 cas. Ça va? Oui. J'ai encore 2 cas. La pêche. Bien entendu, je suis à la côte, ici chez vous. Je mange des poissons extraordinaires. Et je suis gâté ici. On me sert vraiment les meilleurs poissons. C'est extraordinaire. Et encore une fois, je remercie. Mais la pêche, quel est le problème? Que 70% des poissons qu'on pêche n'arrivent pas sur nos plats. Parce qu'ils ne sont pas ni de la qualité, ni du type de ce qu'on souhaite avoir. Et le résultat étant qu'on fait une farine pour des cochons. Une farine pour les animaux. Mais pour moi, le problème principal est un autre, qui est beaucoup plus pire. C'est que 25% des poissons qu'on pêche sont des femelles. Excusez-moi, 25% des femelles qu'on pêche ont des œufs et on les tue. Je suis désolé, si un jour arrive un paysan chez vous, il dit je vais à l'abattoir pour faire abattre mon chèvre, et ma chèvre est enceinte, et d'ici quand même 2 semaines j'aurai un million, je fais l'abattre, vous dites, vous êtes fou? C'est exactement vrai avec les poissons. On n'y a jamais réfléchi à cette réalité. C'est pour ça, comme je connais bien la technologie de l'échographie, je vous rappelle, j'ai 5 enfants, je sais comment ça fonctionne. Et comme je sais bien que les baleines et les dauphins pêchent toujours avec des bulles d'air, nous avons fait le dessin des nouveaux systèmes de pêche avec des bulles d'air. Alors, si vous n'avez plus besoin de cette torque, de cette puissance pour tirer quand même cette masse, cette tonne de poissons, et si de l'autre côté, comme nous le faisons, nous mettons dans notre catamaran l'eau froide à 4 degrés, on fait un scoop des poissons, on le met en 4 degrés, et les poissons commencent à hiberner. Quand ils sont tous et toutes en hibernation, on les passe par l'échographie, et les femelles avec des œufs, de retour à la mer. Ça, il faut faire sur place, immédiatement. Résultat émettant, avec les tests qu'on a fait en Espagne, sur une île en Canaries, c'est qu'après 2 ans, on a de nouveau le niveau des stocks de poissons de 1950. Parce qu'un poisson d'1 kilo a 3000 œufs. Un poisson de 2 kilos a 9000 œufs. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez la durabilité ou vous voulez le poisson aujourd'hui? Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de logique de tuer les femelles avec des œufs. Il faut changer le modèle. Mais comme nous avons déjà fait le contrôle de chaque poisson, alors c'est le moment de le fileter immédiatement. On continue. On fait le poisson, on le filette sur place. Et quand le bateau arrive avec les poissons filetés. Mais frais, pas surgelés. Quelle est la différence, le prix de marché? Un poisson surgelé, vous avez un prix qui est le prix de Unilever, mais pas le prix de McDonald's. Mais si vous avez un poisson frais qui arrive fileté de la mer, alors vous avez d'autres prix. Mais où est le cash flow? Le vrai cash flow. Le vrai cash flow, c'est oméga 3. Vous imaginez, vous connaissez l'oméga 3? Oui.
Alors, oméga 3, aujourd'hui, il faut faire l'extraction d'oméga 3 d'un poisson surgelé. Je suis désolé, hein. Oméga 3, c'est comme l'huile d'olive. Vous voulez faire l'extraction de l'huile d'olive, des olives surgelées, je vous souhaite bonne chance. Hein. Et vous le vendez. Bah, je crois aujourd'hui, il n'y a personne qui achèterait l'huile d'olive, des olives surgelées. Parce qu'on aura besoin d'acide et de la vapeur. Et si vous avez une acidité et une vapeur, vous ne vendez pas. Vous détruisez tout. Alors quel est le résultat étant qu'aujourd'hui on a déjà des demandes d'achat d'oméga 3, de biomérieux en France sur 2, 3, 5 ans. Parce qu'ils disent celui-là, on vendra un. Qui gagne l'argent? Le pêcheur. Où est-ce qu'on le fait? Sur le bateau. Qui est notre partenaire? Partenaire, c'est Maritix Industrie. On le fait au Maroc. À Agadir. Pourquoi Agadir? Parce que les Européens ne voulaient pas. Je l'ai proposé aux Européens. Les Européens ont dit pas de nouvelle technologie, professeur Poli. On a assez de technologie, il faut mettre d'accord sur des quotas. Je dis, monsieur, les quotas, quand même, vous pouvez changer toute autre logique de quotas, à condition que vous avez le stock de 1950. On ne parle plus de quotas. Ils ont refusé, et heureusement, j'ai rencontré le ministre de l'Agriculture et de la Pêche du Maroc, qui est un entrepreneur, qui est un homme avec une vision. Il a dit, on le fait. Alors les 13 premiers bateaux seront livrés à Agadir l'année prochaine. Le coût par bateau, on me disait que c'était invendable, le bateau coûte 3,4 millions d'euros. Et les navires chinoises qu'on vend, c'est 600 000 euros, oui. Mais pour moi, ce n'est pas le capital investi. Ce qui est important, c'est quel est le point d'équilibre. Alors vous êtes en équilibre après 18 mois avec ce bateau, et avec les Chinois après 6 ans. Alors le calcul est facile. La banque le comprend. C'est-à-dire que maintenant, on a des pêcheurs qui sont devenus bancables. Je reviens à la même logique d'avant. Le secteur primaire est presque plus jamais dans cette économie globalisée bancable. On n'est plus bancable. Maintenant, on devient bancable. Le primaire bancable, ça veut dire que vous avez des revenus qui sont générés pour en faire votre population centre-ville. Je les ai visités ce matin. Vous avez là les pêcheurs, les bunkers, vous avez les gens qui vivent de la pêche, ou je devrais dire qui survivent de la pêche. Maintenant, il y a d'autres opportunités. La mine n'a rien à faire. Après notre échange de hier, je me suis dit, il faut que je donne un cas de la mine, parce que vous êtes un pays qui est quand même, qui a tout. Mais je sais aussi que la logique du secteur minier jusqu'à présent n'était pas vraiment en faveur des locaux. C'était toujours les étrangers qui sont partis avec tout. Presque sans exception. Alors vous voyez ici la mine d'or la plus grande du monde entier. Nous sommes en Colombie. Quel est le problème d'une mine d'or? Toujours la même chose, il n'y a pas d'eau. Ils ont besoin de tant d'eau qu'il n'y a pas assez. Et alors, comme l'or, quand même à 1300 dollars, c'est encore un bon prix, même à ce prix-là, ils prennent l'eau et la communauté. En général, les mines d'or ont l'eau et la communauté a presque rien. C'est toujours la même chose. Alors, pénurie d'eau. Nous sommes en Colombie, à 1500 mètres d'auteur, et nous avons décidé d'éliminer la totalité de la végétation non native, et spécialement les eucalyptes. L'eucalyptus. Vous avez sans problème. Chaque arbre eucalyptus consomme facilement entre 100 et 150 litres par jour. Ça n'a pas de sens de les tolérer. Et on les remplace avec le bambou local. Je connais bien le bambou. J'ai fait cette structure en 2000 à l'exposition mondiale en Allemagne. J'ai même obtenu un permis de construction allemand.
une structure de bambou avec un matériel de construction que les pauvres Allemands n'avaient jamais vu. Je dis pauvres Allemands parce que je suis venu avec les sciences. Et j'ai déposé 10 000 pages de sciences faites avec 4 universités allemandes. Ils m'ont dû donner mon permis de construction. Je suis quelqu'un qui de temps en temps défie. Parce que je ne suis pas là pour plaire tout le monde. Je suis là pour avancer. Et alors l'avancement est tel qu'aujourd'hui, grâce à la mine, nous avons 10 000 hectares de plantation de bambou. La mine paye pour la plantation, reçoit l'eau, et moi je reçois le bambou. Parce que le bambou est une graminée, alors on coupe, ça pousse. Quel est l'avantage? Que j'ai maintenant tant de bambou que je peux faire de la construction sociale, des HLM, avec bambou. Vous voyez ça? 950 $. Les gens arrivent avec 50 $, le lendemain, j'ai préfabriqué la maison. Le lendemain. Je vous assure, si je serais candidat à la présidence, je serais élu. Ah oui, parce que si vous livrez aussi vite, alors là, tout le monde est bienvenu, même si vous n'êtes pas colombien. Vous êtes le bienvenu. Alors, quel est le résultat étant? Que les gens payent 17 $ par mois